Les maraudeurs n'ont qu'à bien se tenir. Le groupe de terroristes et assassins mutants, à qui l'on doit notamment l'extermination des Morlocks dans les tunnels de Manhattan, a enfin été repéré en activité par les nouveaux ordinateurs des X-Men, désormais basés en Australie et disposant de tout un appareillage des plus sophistiqués pour surveiller et traquer leurs ennemis. Mais intervenir contre les maraudeurs, cela veut aussi et surtout dire révéler au monde entier que les héros ne sont pas morts en sauvant notre réalité comme ils l'avaient fait croire après l'affrontement face à l'adversaire. Si certains sont prêts à courir le risque, d'autres commençaient justement à prendre goût à cette petite retraite dans le désert. Mais qu'importe, c'est le devoir qui prime avant tout, encore et toujours, et les X-Men se lancent à l'assaut de leurs ennemis mortels pour leur faire payer tous leurs crimes. Face à une équipe remontée à bloc et ne leur laissant aucun répit, les maraudeurs ne font clairement plus le poids, assurés qu'ils étaient de leur supériorité sauvage jusque-là face à des cibles faciles. Il n'y a guère que Malice qui s'en sort positivement, les autres se faisant tous mettre KO ou passer au crible. Cela ne ramènera peut-être pas les nombreux Morlocks massacrés, mais les héros se défoulent quand même et l'action leur manquait sérieusement. Cependant, dans l'ombre se trame une nouvelle et sinistre affaire. Madeleine Prior, qui a toujours été un soutien indéfectible de l'équipe, opère en réalité pour son propre intérêt après avoir pactisé avec un démon des limbes, Nassirt, qui lui a promis la vengeance et le pouvoir contre Scott Summers et ses alliés en échange d'un sacrifice qui permettrait de générer une passerelle permanente entre la dimension infernale et la Terre. Au comble du désespoir et de la fureur, Madeleine a accepté ce prix, la vie de son propre enfant, comme condamnation définitive de sa relation avec Scott, celui-ci ayant préféré retourner dans le giron de Jean Grey dès sa résurrection. N'ayant jamais digéré cet affront, Madeleine a nourri dès lors une rancœur farouche contre son mari et attendait patiemment son heure quand les démons seraient prêts eux aussi à frapper et que les X-Men seraient au plus mal moralement parlant, les ayant même conduits à l'affrontement direct avec les élèves originaux de Xavier sous leur mouture de Facteur X, en filtrant les informations transmises à ses équipiers via les ordinateurs trafiqués préalablement. Et voilà que le glas sonne enfin. Tout Manhattan est transformé en véritable incarnation des enfers, les limbes se déversent dans la cité en proie au cauchemar le plus atroce, tandis que les deux équipes de héros s'affrontent l'une l'autre et se découvrent pour certains une soif de sang des plus féroces. Mais même dans ce plan démoniaque, Madeleine tire malgré tout son épingle du jeu en menant ses propres objectifs et en trompant la vigilance de Nastier, dont les plans vont se retourner contre lui. Damnée désormais, Madeleine n'a plus rien à perdre, mais confronte tout de même Jean sur le plan astral et mental qui les relie, afin de prouver sa supériorité sur celle qui lui a tout volé. Et c'est là que la vérité éclate enfin. Madeleine n'était rien de plus qu'un clone de Jean, développé par Monsieur Sinistre dans le plus grand secret, afin de simplement remplacer la X-Woman alors présumée morte auprès de Scott, ce pour obtenir de leur union charnelle leur descendance que Sinistre suppose posséder d'immenses et redoutables pouvoirs dont il a grand besoin dans sa propre quête. Abattue de n'avoir été jusqu'au bout qu'une pâle copie, Madeleine s'efface tandis que les forces infernales viennent réclamer leur dû. En rage et amère, l'ancienne femme de Scott Summers jure la perte des X-Men dans leur totalité, mais la tâche reviendra à Sinistre désormais, dont les plans ont été exposés et qui va devoir se préparer à une confrontation inévitable dans les ruines désertes de l'Institut Xavier, au cœur même de l'intimité de chacun, où il a su puiser toutes ses informations pour ses nombreuses expériences. Nous y sommes enfin arrivés, finalement, et après tout ce temps et tous ces détours, toutes ces intrigues secondaires et ces petits indices disséminés ci et là par Claremont, ça y est, Inferno est bien là et chamboule tout pour les mutants. En excellent chef d'orchestre, Chris Claremont parvient sans peine à nous faire vibrer d'une série à l'autre, entre les X-Men et X-Factor, entre New York et le bush australien, la jungle urbaine devient véritablement cauchemardesque et jusqu'à présent je n'avais eu que des tout petits aperçus de cette période si spéciale via d'autres séries comme chez Spider-Man par exemple. Tout découvrir en pleine phase dans cette première intégrale de l'année 1989 fait donc un sacré choc, surtout avec la révélation de la vraie nature de ce conflit sans égal. Je suis peut-être juste un peu déçu que les poids lourds comme Magneto ne participent pas encore, mais apparemment ce sera pour la prochaine intégrale, donc patience. Pour sa première grosse confrontation face au héros, Monsieur Sinistre se place comme un antagoniste sérieux à ne surtout pas prendre à la légère, d'autant plus quand on découvre en même temps que Cyclope à quel point il a su manipuler sa vie depuis presque toujours, dans l'ombre, trompant même les investigations mentales de Charles Xavier. Difficile de penser que Sinistre ait pu disparaître définitivement, et nous savons bien, vous et moi, que c'est très loin d'être le cas, mais découvrir comment il fera son grand retour, là sera le vrai plaisir. Enfin, un petit mot triste pour Madeleine Prior, elle aussi est revenue depuis le temps, mais cette petite saga familiale des mutants de chez Marvel nous plonge en plein dans sa tragédie, sa vie inutile et même superflue selon son propre créateur. Les angoisses et la colère se mêlent au cœur de ce récit catastrophe dont personne ne sortira indemne, même si les deux derniers chapitres présents dans ce volume nous font croire le contraire. En effet, ces deux dernières aventures laissent plutôt la part belle à la détente et à la bouffonnerie, deux histoires assez loufoques mettant en scène tour à tour les filles et les garçons de l'équipe principale, comme si l'on pouvait, le temps d'une petite virée shopping ou une soirée au bar du coin, s'oublier un peu et surtout laisser de côté les récentes souffrances. On y croisera même une toute nouvelle recrue potentielle, une certaine Jubilée.
Marc Silvestri est alors en plein boom à l'époque, son style clair et précis détonne parmi la production de cette toute fin des années 80, et rien ne lui semble impossible, se perfectionnant mois après mois, gagnant plus d'assurance et d'expérience à toute vitesse à mesure qu'il abat les planches demandées à un rythme fou. Évidemment, là encore, nous connaissons la suite de l'histoire avec un grand H, comment sa carrière prit un tour décisif à peine quelques années plus tard et la façon dont il a su se rendre indispensable à tout le public, tout en s'absentant et en menant ses nouvelles affaires chez Image. Oui, tout ceci appartient bel et bien à l'histoire des comics, et Marc Silvestri en est un vibrant et vivant hommage, tout en style et en finesse, en précision, en images impactantes même à cette époque déjà lointaine pour nous, et il commence alors tout juste à s'échauffer. Quel plaisir immense de redécouvrir tout cela grâce aux intégrales de Panini. Dans le second et dernier volume consacré aux années 80, nous découvrirons normalement ce qu'il est advenu des équipes des Nouveaux Mutants et des X-Terminators, de bons compléments au tronc principal du scénario d'Inferno que nous avons pu savourer jusque-là. J'ai vraiment hâte parce que cette seconde intégrale de 1989 est l'une des toutes premières à avoir rejoint ma collection, et il s'est déjà passé tellement de temps avant d'en arriver à ce stade où je puisse vous la chroniquer et la découvrir moi-même à loisir. Tout ce que j'espère désormais, c'est ne pas être déçu du voyage.